D'abord, je couvre pas le Brésil, je couvre surtout la Chine et la Russie. Et les BRICS, ça veut dire la politique extérieure du Brésil. Par hasard, les jours où Lula a été arrêté, j'étais à São Paulo, les jours même. Ils m'ont éveillé à 7 heures du mat, regarde la télé, j'allume la télé et je vois un spectacle absolument hallucinant et insolite surtout. J'accompagnais toute cette opération Lava Jato, car wash en anglais. Comment vous l'appelez en français? En général, on parle d'opération main propre. C'est plus idiomatique. Oui, elle est pas vraiment. Oui, Karcher c'est mieux. Elle est pas vraiment main propre. Elle est inspirée dans les Manipuliti, les mains propres italiens des années 90. Mais elle a été complètement détournée par un juge provincial d'un petit État au sud du Brésil, très puissant en agrobusiness surtout. C'était un juge qui n'avait pas une projection nationale, mais il a été choisi à l'œil par nos amis de l'Empire du Nord. Et ça, c'est toute l'histoire du début de l'opération Karcher. Pourquoi il y a eu une opération Karcher? Parce qu'il y a eu d'abord l'espionnage de la NSA américaine, the National Security Agency, sur Petrobras, que c'est la plus grande compagnie brésilienne, c'est presque 20% du PIB du Brésil, une des grandes de pétrole et d'énergie internationale. Et c'est vrai, les systèmes politiques brésiliens étaient toujours extrêmement corrompus. Ça veut dire, c'est un héritage des élites brésiliennes, qui sont des élites arrogantes, ignorantes, sclavagistes, intolérantes, et qui s'y autodésignaient comme les conducteurs du destin du pays. Et ça depuis 400 ans et surtout les 200 dernières années, dès l'arrivée de la cour de Portugal au Brésil au début du 19e siècle. Alors c'est une longue histoire de domination et c'est, on peut dire, entre 50 et 120 familles surtout, des riches propriétaires de latifundios, comme on dit, propriétaires ruraux, et quelques-unes qui sont en train de l'industrialisation, 4 familles qui contrôlent les médias, surtout 90% des médias du Brésil. Ils se considèrent vraiment les seigneurs du Brésil. Et c'est ce qui s'est passé dès le premier gouvernement Lula. On a eu 2 gouvernements Lula, Dilma phase première, et on est au milieu de Dilma phase 2. Il a eu pour la première fois les pauvres du Brésil, les exclus, les prolétariats brésiliens urbains et une bonne partie du campésinat au Brésil. Pour la première fois, ils ont accédé à la classe moyenne, même si c'était pas une haute classe moyenne, au moins à la classe moyenne. Ils sont devenus consommateurs et ils étaient reconnus comme citoyens avec des pleins droits. Et, par exemple, ils ont acheté sa première maison, ils ont acheté sa première télé digitale, ils ont voyagé en Europe, aux États-Unis pour la première fois dans leur vie. Ça, comparé avec tout ce tous les passés inégaux du Brésil, c'était énorme. Et on parle au moins de 40 millions de personnes avec, si on compte toutes les familles, tout ça, 60 millions de personnes. Les Brésil profonds, on pourrait le dire, qui est accédé à la société de consommation, ils étaient reconnus comme citoyens. Ça, pour les élites du Brésil, c'était absolument impensable. Impensable. Et ils ont perdu 4 élections présidentielles une après l'autre. Même avant la dernière, c'était la fin de 2014, où Dilma était réélu, il y avait déjà un mouvement de déstabilisation de Dilma II. C'est ce surtout les dernières 18 mois, c'est ce qu'on a vu. Tout ça avait démarré même avant la fin 2014 avec l'espionnage de la NSA, qui était dénoncé par Snowden, était dénoncé par Wikileaks. Alors tout le monde le savait. Les Brésiliens et tout le monde déjà qui suivait Wikileaks savaient déjà de l'espionnage. Non seulement des Petrobras, comme du gouvernement brésilien et même du portable de Dilma Rousseff.
Comme on l'a vu en Europe avec les présidents français, la chancelière allemande, etc. Absolument, absolument. Et bien sûr, pourquoi Petrobras? Le plus important, et ça, on revient toujours au fameux "It's the oil, stupid". Justement, parce que Petrobras, avec une technologie qu'ils ont développée eux-mêmes, technologie indigène, pour la première fois au monde, ils ont découvert, c'était la plus grande découverte de pétrole du XXIe siècle jusqu'à maintenant, que c'est les pre-salt, les pré-salt deposits de la côte sud-est du Brésil atlantique. Et Lula, quand il était encore, c'était à la fin de Lula II, il avait organisé l'exploitation de tous ces fabuleuses réserves à un monopole à Petrobras. Et Petrobras, après, il pouvait faire des accords d'exploitation avec des compagnies étrangères. Mais les monopoles d'exploitation, la découverte, c'était Petrobras, l'exploitation et la rentabilité après, c'était le monopole de Petrobras. Ça, pour les big oil américains aussi, c'était anathema absolu. D'où l'espionnage inside Petrobras. Alors, comment tout ça s'est développé à Opération Karcher, que c'est la fille bâtarde de toute cette histoire? Ils avaient besoin de choisir un système, une partie du système judiciaire brésilien pliable aux intérêts internationaux. International, non, surtout américains. Et ils ont trouvé justement un petit juge dans un État au sud, Paraná, qui avait été déjà contacté, non, il avait déjà fait un stage au département d'État aux États-Unis. Il était déjà dans leur feuille de contact, c'est ce qu'on appelle assets en anglais. Voilà, il était déjà un asset. Et d'un jour à l'autre, ce juge se confronte avec une quantité inouïe d'informations sur tout ce qui s'est passé au plus haut rang de Petrobras. C'est incroyable. Par lui-même et avec ses sources, les sources qu'il avait au Brésil. Par exemple, une des sources était un mec qui faisait du black market avec les dollars. Ces mecs-là, jamais il y aurait ces genres d'informations détaillées sur ce qui s'est passé à Petrobras. Alors, l'origine de l'opération Karcher, c'était NSA. Et ces mecs du black market, justement, c'était le cover pour toute l'opération. Une couverture. Une couverture, justement. Alors, tout ça, ça a été à peu près il y a 2 ans. Alors, tout l'objectif de l'opération Karcher, c'était de démonter c'est ce que le procureur ont qualifié comme une cellule criminelle au sein des Petrobras. Et cette cellule, c'était des éléments de la direction de Petrobras, bien sûr, des directeurs et des hautes exécutifs de compagnies de construction au Brésil et des politiciens brésiliens, surtout du Parti des travailleurs. Mais, dans tous ces systèmes qui, c'est vrai, il existait, il y avait aussi des politiciens de tous les partis brésiliens. Parce que c'est normal au Brésil, parce qu'au Brésil, au contraire des États-Unis, il n'y a pas l'institution du lobbying politique. Par exemple, on a K Street à Washington où tous les lobbyistes de la planète sont là pour faire du lobbying au Congrès et au Sénat américain. Et tout ça est à peu près légalisé, contrôlé et toléré. Donc le parti des travailleurs, c'est le parti de la présidente, c'est ça? Oui, c'est le parti des travailleurs, le parti de la présidence, mais ils sont en coalition avec des autres partis. Et l'autre grand parti des coalitions, c'est un parti physiologiquement des centres et très corrupt aussi, que c'est le PMDB, qui c'est un parti de ruralistes, des gens de l'industrie du sud-est, du sud du Brésil, des grandes familles, une partie des élites aussi. C'est les partis héritiers de partis qui étaient les seuls partis tolérés pendant l'époque de la dictature militaire au Brésil. Et c'est ça le problème, parce que alors on a 2 problèmes dans tout ça. C'est le problème du PT en soi, qui c'est l'absence des cadres de haut niveau, et le fait qu'ils ont fait une alliance avec un parti absolument dégueulasse en termes de corruption interne, en termes de faire des deals, de faire des
des négociations souterraines très douteuses et très corrompues. Et il faisait partie du gouvernement. C'est les partis de ces vice-présidents qui certainement va prendre la place de Dilma après l'impeachment. Qui s'appelle? Il s'appelle Temer. Temer, c'est un politique physiologique. C'est genre de mec, un équivalent, c'est ces politiciens qui restent toujours à Paris ou qui restent toujours à Washington pour faire des combines. Ça, c'est l'équivalent brésilien. C'est Temer, justement. Il n'est aucune expression nationale. Il était toujours dans l'ombre. Son niveau d'approbation, pour vous dire maintenant, c'est 1%. 1%. Ils ont fait déjà 3 ou 4 enquêtes nationales et il dépasse pas il arrive presque aux 2%, mais c'est ça. Ça veut dire, s'il y a un gouvernement Temer, et ça c'est très possible les prochains jours, c'est j'ai déjà appelé un walking dead gouvernement, complètement. Et comment ils vont gouverner, c'est pratiquement impossible, surtout parce qu'il y aura des manifestations.